Bonsoir, heureuse de vous retrouver en direct sur Al24 News et un nouveau numéro d'édition spéciale avec un nouveau thème d'actualité au cœur du débat. Ce soir, on parlera des relations nord-sud et principalement du côté de l'Amérique latine où les lignes bougent depuis un certain temps. Preuve de ces bouleversements, ce qui marque actuellement ce sommet des Amériques qu'abrite depuis hier la ville américaine de Los Angeles. Le président américain Joe Biden y voyait une occasion de relancer le dialogue avec l'Amérique latine. Mais voilà, à peine commencé, l'événement a multiplié les couacs. Des désistements s'annoncent en cascade. Plusieurs pays ont annulé leur participation à ce rendez-vous. Que révèlent ces derniers événements? On va en parler ce soir avec nos invités. Il y aura avec nous on attend l'arrivée d'un moment à l'autre de Farid Ben Yahia, analyste expert en relations internationales. Salim Lamrani, également enseignant, chercheur, maître de conférences en civilisation hispano-américaine, est avec nous en ligne. Je ne sais pas si Monsieur Salim Lamrani est avec nous. Bonsoir Monsieur Salim Lamrani. Très bien, on tente également de joindre Monsieur Salim Lamrani, spécialiste en civilisation hispano-américaine à l'Université de La Réunion. Avant de laisser place au débat, je vous propose un sujet sur ce qui marque ce sommet, ce 9e sommet des Amériques qu'abrite la ville américaine de Los Angeles, boudé cette année, je le rappelle, par nombre de pays sud-américains, dont le Mexique. Le sujet est signé Imen Merad. Le sommet des Amériques qui se tient à Los Angeles depuis le 7 juin et qui prendra fin le 11 du même mois était pour le président américain Joe Biden une opportunité de relancer le dialogue avec l'Amérique latine. Chose difficile à concrétiser dans la mesure où bon nombre de pays ont décliné l'invitation et ont annulé leur présence à ce sommet, à l'instar du Mexique, des pays des Caraïbes, du Honduras ou encore du Guatemala. Suite à l'annonce par Washington de ne pas convier au sommet des Amériques certains pays latino-américains, à savoir Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, plusieurs chefs d'État des pays centra-américains et latino-américains ont en effet boycotté le 10 sommet. Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé lundi dernier qu'il ne participera pas au sommet des Amériques. En ce qui concerne le sommet, je peux maintenant informer le peuple mexicain que je ne participerai pas au sommet. Marcelo Ebrard, le ministre des Affaires étrangères du Mexique, me représentera. Et je ne vais pas au sommet parce que tous les pays des Amériques ne sont pas invités. Ned Price, le porte-parole du département d'État américain, a pour sa part déclaré qu'il comprenait la réaction du président Obrador. Nous avons entendu le président López Obrador aujourd'hui. Nous comprenons sa position sur ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes impatients de nous entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, M. Ebrard. Le fait est que le Mexique est un partenaire important sur toute une série de questions. Vous avez mentionné l'une d'entre elles, la migration, mais il y a un certain nombre d'autres questions. De leur côté, les peuples autochtones d'Amazonie demandent à être entendus au sommet des Amériques. Atossa Soltani, fondatrice et présidente de l'association Amazon Watch, a dénoncé cette discrimination. La voix des autochtones n'est pas entendue à ce sommet. L'entrée a été refusée à leur délégation. Même ici à Los Angeles, où les leaders mondiaux sont réunis, les autochtones n'ont pas pu participer ou accueillir les dirigeants internationaux. Donc il y a des critiques sur la manière dont ce forum est organisé. L'image de cohésion entre les États-Unis et ses voisins, que le sommet était censé refléter, pourrait être entachée par les multiples boycotts qui risquent de discréditer cette exemplarité de coopération et mettre en lumière les désaccords entre les pays voisins. Voilà, donc il s'agit d'un sommet censé incarner une nouvelle ère dans les relations entre les États-Unis et les pays sud-américains et qui débute sur une fausse note. Farid Ben Yahia, bonsoir. Vous êtes analyste spécialiste en relations internationales. D'abord, un commentaire sur ce boycott de nombre de pays sud-américains de ce sommet des Amériques. Il est révélateur quand même d'un malaise entre ces pays et les États-Unis. La première des choses, il faut pas omettre l'histoire de l'Amérique latine avec les États-Unis. Donc il ne faut pas omettre le coup d'État d'Allende avec Pinochet soutenu par les États-Unis. Il
faut pas omettre aussi les pressions exercées contre pas mal de dirigeants dans l'Amérique latine, c'est-à-dire l'Argentine, le Nicaragua, Salvador, le Honduras et Cuba, donc qui a vécu un embargo terrible pendant l'ère de Fidel Castro. Et donc les relations étaient toujours tendues entre les États-Unis et l'Amérique latine. Parce que l'Amérique latine ce sont des pays de la gauche internationale, c'était des pays qui soutenaient l'indépendance et la décolonisation à travers l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Ce sont des pays qui cherchent un nouveau ordre mondial, mais dans le sens positif, pas imposé par le capital international dans les États-Unis et la locomotive. Donc il y a, je dirais, une mauvaise histoire entre les États-Unis et l'Amérique latine. Et donc, c'est un malaise qui a duré. Voilà, c'est un malaise, ça existe actuellement. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de partis politiques, beaucoup de personnalités politiques qui sont contre la politique américaine. Et d'ailleurs, la plupart ont soutenu, je dirais, Poutine dans sa nouvelle vision du monde, d'avoir un monde multipolaire, d'imposer la loi, je dirais, internationale. Oui. C'est-à-dire, parce qu'à chaque fois, les États-Unis veulent imposer leurs lois et pas, ils sont loin des lois internationales, etc. Et ça a mis mal à l'aise, je dirais, l'Amérique latine. Donc, le boycott, donc, et le Mexique, qui est un pays, je dirais, émergent, et le poids du Mexique est très important dans l'Amérique latine. Oui. Il a boycotté le président du Mexique, le Cuba, le Venezuela, le Honduras. Et donc, ça veut dire qu'il y a un malaise très profond au sein des pays de l'Amérique latine. Il faut souligner que le président mexicain Obrador a décidé donc de boycotter ce sommet suite à l'exclusion de pays comme Cuba ou le Nicaragua, le Venezuela également. Donc, à votre avis, quelles seraient les raisons de cet éloignement, de cette crise de confiance actuelle entre les États-Unis et ces pays ? Les États-Unis, donc, ils ont imposé pas mal de choses pour l'Amérique latine, d'accord ? Donc, ils ont fait des coups d'État dans plusieurs pays. Ils ont sanctionné pas mal de pays. Ils ont imposé des crédits, donc, à travers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Oui. Et donc, les présidents qui ont refusé d'avoir ces crédits ont été ou soit liquidés, c'est-à-dire assassinés, ou limogés, d'accord ? Donc il y a un cumul d'événements. Et à chaque fois, les États-Unis veulent s'immiscer, donc c'est une chasse gardée. Il ne faut pas omettre que dans les années 60-70, l'Union soviétique était omniprésente dans cette région-là. Oui. Donc il a soutenu pas mal de révolutionnaires, dont Che Guevara, donc Fidel Castro, donc Raúl Castro. Voilà, donc les grands révolutionnaires bolivariens du Venezuela. Donc le Salvador, le Honduras. Donc il y avait un mouvement de gauche, je dirais, qui était très très important dans cette région. Il y a même certains pays qui étaient au cœur de la guerre froide entre le bloc occidental et le bloc l'histoire de la baie de Cochon donc à Cuba, l'histoire des missiles entre Khrouchtchev et John F. Kennedy. Donc il y a, je dirais, un historique très important. Et actuellement, ce sommet-là, c'est-à-dire que les États-Unis cherchent à assurer une Amérique latine qui ne va pas s'aligner avec Moscou, avec Pékin. C'est ça le but. C'est-à-dire de dire l'Amérique est pour les Américains et vous êtes tous ici, mais je pense que l'Amérique latine ne fait pas partie des États-Unis, d'accord ? Peut-être qu'il y a certains dirigeants qui sont là, et il ne faut pas omettre aussi les grands problèmes qui ont été créés pour des Lula, d'accord ? Donc, en tant que président de gauche brésilien qui a essayé de combattre la pauvreté, l'ignorance, de créer un nouveau système politique, économique et social au Brésil. Donc, il a été torpillé par les Américains, d'accord, et soutenu par certains oligarques brésiliens. Et c'est ça, le malaise, donc, il est très, très profond. Donc, les Américains cherchent de nouveaux alliés. C'est vrai qu'il y a des alliés, je dirais, sur le plan personnel, mais sur le plan populaire, il y a un malaise de toute l'Amérique latine, sans exception. À l'exception peut-être de quelques petits pays, là où les Américains ont imposé, je dirais, leur loi. Comment expliquer cette hégémonie des États-Unis actuellement en déclin ? Est-ce qu'il y a des facteurs qui ont favorisé ce déclin des États-Unis ? Il y a deux choses. Oui. La première des choses, c'est l'injustice mondiale que les Américains ont voulu imposer. Le deuxième point, c'est l'émergence de la Russie de la Chine. Oui. Donc il y a un nouveau équilibre. Donc les pays sont là pour dire, voilà, les États-Unis
n'ont pas respecté les lois internationaux, n'ont pas respecté les droits de l'homme. Ils parlent des droits de l'homme alors qu'ils sont bafoués dans beaucoup de pays. Ils ont attaqué pas mal de pays dans l'Amérique latine, en Afrique, en Asie. Donc, à chaque fois, ils veulent imposer leurs lois. Et cette fois-ci, il y a un os dur qui s'est imposé, c'est Poutine. C'est la qui Russie. Voilà, donc il veut imposer un nouveau ordre mondial, Oui. voilà, distribuer de nouvelles cartes. Et les Américains, je dirais qu'ils sont là chaque fois qu'il y a la propagande de dire, voilà, dans les plateaux de télévision internationaux, que Poutine est malade, que Poutine ceci, que Poutine cela, alors que le vrai problème, c'est pas Poutine, c'est leur système politique, d'accord, qui doit être changé, d'accord. Le système politique des États-Unis. C'est ça, parce qu'à chaque fois, pour défendre leur capital, ils imposent n'importe quoi aux autres pays. Même s'il faut faire des guerres, faire des putschs, et à chaque fois, ils veulent imposer leur vision du monde. Alors que le monde est diversifié, on ne peut pas imposer le tout. On peut se respecter mutuellement, mais on ne peut pas imposer cette politique à travers le Alors, monde. Farid Ben Yahia, on constate cette fois-ci qu'il y a une sorte de solidarité entre ces pays sud-africains face aux États-Unis, le Mexique qui était le Chili, des pays qui étaient, on va dire, proches des États-Unis se retrouvent cette fois-ci du côté de pays comme le Cuba ou le Venezuela pour marquer il y a un réveil de l'Amérique latine, d'accord. C'est vrai que les années 60-70, Oui. l'Amérique latine était, je dirais, prolétaire, révolutionnaire, mais avec les grands putschs soutenus par la CIA et par les États-Unis, donc il y a eu un renversement de certains régimes. Donc les États-Unis, je dirais, ont gagné un peu quelques années en Amérique latine. Mais le malaise est très très profond. Même par exemple, actuellement, ils n'ont pas invité, je dirais, les minorités de l'Amazonie, les minorités qui existent. Pourquoi? Parce que les Américains aussi ont des minorités et qu'ils ne veulent pas que ces minorités cherchent leurs droits. Les Indiens. Oui. D'accord. Donc il y a une forte communauté qui est aux États-Unis, qu'il faut la préserver. Ils parlent des droits des minorités à travers le monde, mais les minorités qui existent chez eux n'ont pas assez de droits. Donc si on veut aller vers un monde plus équitable, plus respectueux entre les États, plus juste, donc il faut respecter tout le monde, d'accord. Il ne faut pas imposer une loi, il ne faut pas dire comme le curé, faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais, d'accord. Il faut qu'il y ait cette justice et cette stabilité mondiale. Alors vous avez parlé de l'apparition de nouveaux acteurs sur le continent américain, vous avez cité la Russie, il y a également la Chine qui a beaucoup investi économiquement sur le continent sud-américain. Est-ce que cela a joué donc en défaveur des États-Unis? Non, vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, la Chine, elle a vraiment investi, donc elle a la route de la soie. Bon, il ne faut pas mettre autre chose que la Chine aussi cherche ses intérêts. Il y a certains pays africains qui n'ont pas pu payer. Eh bien, la Chine a récupéré des ports, des aéroports, etc. D'accord. Donc, il y a sur un nouveau... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de revoir une nouvelle ère, je dirais, plus juste, d'accord, parce qu'il y a l'hégémonie du capital, qu'il soit au niveau de la Chine, au niveau de la Russie, de l'Europe ou des États-Unis. Le capital est le capital. Donc, il cherche uniquement ses intérêts. Mais il faut imposer un nouveau ordre mondial, un nouveau ordre qui est basé sur le respect mutuel, sur les droits, je dirais, des uns et des autres, sur la non-agression des uns et des autres, donc sur la technologie, que tous les pays du monde peuvent avoir telle ou telle technologie, d'accord, dans un respect mutuel. Oui. Et je pense que les États-Unis actuellement sont en déclin aussi, parce qu'il y a, je pense qu'il y a un malaise très profond au sein des États-Unis. Oui. On avait les fusillades aux États-Unis. On a vu aussi l'ère de Donald Trump lorsque la Californie a demandé de ne plus faire partie des États-Unis. Donc il y a, je dirais, un mouvement des sudistes qui commence à bouger. D'accord, c'est vrai que les États-Unis est un État qui est actuellement fort, mais il y a, je dirais, pas mal de choses qui se trament. Alors l'arrivée justement, vous avez parlé de Donald Trump, l'ère de Donald Trump qui a un petit peu, on a l'impression qu'elle a élargi le fossé entre les pays, on va dire, les États-Unis et ces pays sud-américains. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre analyse? Donald Trump, je pense que son but était de faire du business. C'est-à-dire, c'était ça son but, de faire des États-Unis une puissance en termes de business. Il a vu la menace de la Chine. Le différent est arrivé avec le Mexique, notamment. Voilà, le différent avec le Mexique. Oui. Ce nationalisme excessif de Donald Trump lui a coûté cher. D'accord. Oui.
Et les États-Unis, donc la vraie menace des États-Unis, c'est pas la Russie pour lui, c'est la Chine. Oui. D'accord, c'est la Chine. Pourquoi la Chine? Parce que sur le plan du PIB, le PIB chinois actuellement, il est de l'ordre de 15 milliards de dollars. Les États-Unis, 22 000. Et avec la Covid-19, donc, il a diminué, je pense, autour de 18 000, 19 000 milliards. Mais d'après les spécialistes et les observateurs de l'économie internationale, si la Chine continue sa progression et son taux de croissance actuel, d'ici en 2030-2035, je pense que le PIB chinois va devancer celui américain. Il ne faut pas mettre autre chose que l'usine du monde, c'est la Chine. Et on a vu ça avec la Covid. Oui. Donc on a importé tous les équipements médicaux, toutes les bavettes, etc., même l'Europe. Donc Oui. l'usine du monde. Donc c'est pour ça que Trump a essayé de récupérer une partie de l'industrie américaine aux États-Unis et de ne plus donner cette technologie aux Chinois. Donc c'est de bonne guerre, d'accord. Mais je pense que le président Joe Biden a fait une erreur monumentale donc de créer un conflit avec la Russie au niveau de l'Ukraine. C'est-à-dire, les Américains ont d'autres méthodes. Ils ont d'autres méthodes à utiliser. Mais la méthode de la guerre, je pense qu'ils vont la perdre cette fois-ci en Ukraine. Donc les Sud-Américains sont en train de prendre conscience des enjeux actuels, qu'il y a l'émergence de la Russie sur, on va dire, sur l'échiquier mondial. Oui, c'est certain. Donc, c'est certain. La Chine, la Russie, peut-être l'Inde plus tard. D'autres pays comme le Brésil, peut-être que le Brésil aujourd'hui il est entre les mains de l'extrême droite, de la droite plutôt. Peut-être que demain il y aura le retour de Lula ou quelqu'un qui est proche de lui. La même chose en Argentine, au Chili. Donc l'Amérique latine va bouger dans le sens social, le sens développement, etc. Donc, quelle est la marge de manœuvre des États-Unis actuellement, sa position sur le continent? Est-ce qu'elle a toujours donc cette possibilité de changer les choses au sein de ces c'est-à-dire que les États-Unis actuellement doivent changer de stratégie. Oui. Parce que la stratégie de la guerre ne mène à rien. Et Henry Kissinger l'a bien évoqué la dernière fois. Donc il a dit clairement qu'il faut négocier avec la Russie. C'est clair. Donc, parce qu'un conflit entre les États-Unis et la Russie, ça veut dire que c'est la catastrophe mondiale. Donc on ne cherche pas qu'il y ait une guerre d'utiliser des missiles supersoniques ou hypersoniques entre les États-Unis et la Russie. Donc c'est l'Europe qui va être le champ de bataille. Et même la Russie sera détruite et les États-Unis, la même chose. La seule chose actuellement, c'est que les Américains essayent de revoir leur cadre, c'est-à-dire dans le sens intérêt. Parce que quand même, les États-Unis restent un pays qui est fort. Sur le plan de recherche, innovation, les meilleures universités du monde en termes d'excellence scientifique, c'est les meilleures universités au monde. Donc en termes de business, la liberté. Donc ils ont beaucoup d'avantages, d'accord. Mais cette injustice qui a été imposée pour le monde, même à leur peuple, c'est ce qui est inacceptable. C'est-à-dire qu'ils doivent revoir leur carte. Parce qu'il y a une minorité qui demande le monde. C'est-à-dire cette minorité, je dirais, de capitalistes qui détient, je dirais, le 1% des Américains détient, je dirais, les 80-90% de la richesse mondiale. Et donc là, ça devient un danger pour l'humanité et un danger aussi pour les États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir un nouveau ordre mondial plus équitable en termes de capital. C'est-à-dire le capital actuellement est devenu très très dangereux vu sa dimension, vu aussi les intérêts qu'il dégage, vu aussi, je dirais, la dette extérieure donc des pays capitalistes. Oui. Donc par exemple, la dette extérieure américaine, c'est 120 fois 120% du PIB américain. La même chose pour certains pays européens, la France, d'autres pays. Donc ça veut dire qu'il y a une menace réelle, d'accord. Oui. Et donc peut-être qu'il y aura le yuan et le rouble comme une nouvelle monnaie, donc avec l'or, etc. Les talons or peut-être qui va revenir. Oui. Le bitcoin est menacé, donc c'est une nouvelle politique que les Américains veulent imposer. Donc c'est pour ça que je pense que la meilleure solution, chacun d'eux, donc la politique de Joe Biden, il essaye de négocier avec Moscou en position de force, parce qu'actuellement la force est entre les mains de Moscou. D'accord. Donc il cherche à donner beaucoup plus d'armes sophistiquées. Les Européens, la même chose, la France et l'Angleterre. L'Allemagne, donc ils essayent d'équilibrer cette région. Donc lorsque Poutine va négocier, il va négocier, je dirais, avec modération. C'est ça ce qu'il cherche, c'est-à-dire il cherche à négocier.
Vous parlez mais pas avec cette faiblesse où les Ukrainiens sont en train de perdre des terrains, de perdre certaines batailles, etc. Vous parlez d'un nouvel ordre mondial qui se dessine actuellement. Quelle est la place de ce continent sud-africain actuellement lorsqu'on sait qu'il s'agit, on va dire, d'un continent qui regorge d'énormément de ressources, on va dire, naturelles. C'est-à-dire qu'il a sa place dans le monde. Il y a un éveil en Afrique. En Afrique. Voilà, donc on a vu ça avec le colonel, enfin les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, donc ils ont demandé à la France de quitter carrément le Mali. Vous parlez de l'Afrique, là. L'Afrique, vous avez dit l'Afrique. J'ai parlé de l'Amérique latine. Ah d'accord, donc vous avez fait, voilà. Donc de l'Amérique latine, donc pour l'Amérique latine, je pense que l'Amérique latine, quand même, elle possède la technologie. Oui. Donc c'est des pays qui fabriquent des avions, oui. donc des satellites, donc construction navale, des médicaments, des équipements médicaux. Ils ont un niveau de formation très élevé. Si je prends par exemple Cuba, elle a vraiment contribué lors de la Covid-19 avec d'excellents médecins. Elle n'a pas les moyens de la France, ni de l'Angleterre, ni de l'Allemagne. Oui. Mais quand même, ça veut dire qu'ils ont une très très bonne qualité de formation, de très bons médecins, de très bons cadres. D'accord. L'Amérique latine aussi, d'autres pays, ils ont, je dis, de bonnes formations. Et à travers tout ça, je pense que l'Europe essaye de soutenir, je dis, les Américains dans cette guerre-là, donc avec l'Ukraine. Mais je pense que l'Amérique latine, il y a une grande bataille. Donc la Chine et la Russie essayent de récupérer certains pays, surtout pour le Cuba et le Venezuela. Donc ils les ont soutenus pendant plusieurs années. Et Maduro est donc le président qui est décédé, donc Hugo Chavez, donc, qui a fait face à George Bush, le fils. Le Venezuela qui est quand même une carte qui représente une carte maîtresse dans le continent actuellement, avec tout ce qu'il recèle comme ressources naturelles. On parle des hydrocarbures. L'Amérique latine a beaucoup de ressources et la Chine essaie de se développer. Par exemple, au niveau du Salvador, donc, il y a beaucoup de terres rares. Oui. Donc les Chinois essaient de développer cette activité. Le Venezuela regorge de beaucoup de pétrole. Oui. C'est un pays qui est très riche en pétrole. Donc les Américains savent très très bien que l'Amérique latine dispose de pas mal de... Comment expliquer que le Venezuela a été exclu de ce sommet C'est par rapport à ses positions, parce qu'il a soutenu donc Moscou. Voilà, c'est ça les positions. Malgré les Américains lui ont accordé une faveur de dire que vous pouvez vendre votre pétrole, mais Maduro, sa position, c'est le bolivarien pur et dur contre la politique américaine. Donc. Je reviens à cet ordre, un nouvel ordre mondial plus juste dont vous parlez, Monsieur Farid Ben Yahya. Est-ce que, on va dire, on pourrait parler actuellement d'alliance entre les pays qui se sont positionnés dans ce, on va dire, puisqu'on parle de conjoncture d'opérations militaires russes en Ukraine, c'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait y avoir actuellement ce qu'on peut s'attendre à des alliances entre ces pays émergents, que ce soit en Afrique ou sur le continent sud-américain? Bien sûr, donc, lorsqu'il y a, je dirais, un nouveau ordre mondial qui s'impose, donc ça veut dire qu'il y a de nouvelles puissances qui émergent. Et j'ai dit que Moscou et Pékin vont être de nouveaux pôles, d'accord? Oui. Ils vont entraîner avec eux pas mal de pays, donc dans le sens... parce qu'il y aura, il ne faut pas confondre une chose, il y a des pays alliés, d'accord? Donc il y a les alliés, ça veut dire qu'il fait partie, il y a les pays amis, d'accord? Donc il y a les alliés et les amis. Donc Moscou et Pékin cherchent les alliés d'abord, et puis après les amis. D'accord? C'est ça la politique, je dirais, sur le nouveau ordre. Et la même chose pour les Américains. Ils ont des alliés, ils cherchent aussi des amis. Et donc à travers tout ça, je pense que l'Amérique latine a besoin d'un accompagnement sérieux de la part de la Chine, en termes de besoins, je dirais, militaires, peut-être technologiques dans certains éléments, le besoin d'investissement dans l'infrastructure de la route de la soie. Ils auront besoin peut-être de faire des alliances pour Cuba et pour le Venezuela et Salvador, donc de certains équipements militaires russes, d'accord, parce que l'armée bolivarienne, elle est équipée d'armements russes. Et d'autres pays vont revoir leur carte, c'est-à-dire, je pense que l'Amérique latine a fait beaucoup de guerres, beaucoup de combats pendant des années, donc ils cherchent la paix, d'accord? Ils cherchent à vivre mieux.
sans contrainte et sans pression des États-Unis. Donc c'est ça. La pression des États-Unis reste quand même oui, elle reste assez présente. Parce que les États-Unis ne veulent pas céder leur place à une autre nation ou partager, je dirais, cette puissance avec d'autres pays. C'est ça. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui se répète, c'est le début du déclin de Rome. Oui. Donc c'est la même chose actuellement pour les États-Unis. Donc ça commence. Donc, à chaque chose a un début. Je reviens à ce sommet des Amériques qui, donc, je le rappelle, a débuté hier avec cette fausse note, on va dire, ces annonces de désistement en cascade provenant de pays tels que le Mexique, le Venezuela. Donc voilà, c'est... à votre avis, Monsieur Farid Ben Yahia, et en guise, on va dire, de dernier mot dans ce numéro d'édition spéciale, quelle devrait être donc on va dire, la politique des États-Unis, poursuivre le soft power dans le continent, sur le continent? C'est-à-dire que les autres États ont compris. Même l'Algérie a compris. Nous sommes dans un monde fort. Il faut s'imposer avec la force. Par exemple, l'Algérie a fait des sanctions contre l'Espagne, d'accord, contre le Maroc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il y a deux choses. Ou on s'impose, ou on disparaît. Donc, les autres pays ont compris que les États-Unis utilisent la force. Donc, les autres pays vont utiliser la même chose, la force. Et là, les États-Unis sont contraints de reculer. D'accord? Parce qu'il y aura un équilibre où ça veut dire que c'est une guerre mondiale. Donc là, je pense qu'ils ont compris. Donc chaque pays doit défendre son territoire. Très bien. Merci beaucoup, Farid Ben Yahia, de nous avoir éclairé autour de ce sujet, du sommet des Amériques, qui donc a débuté hier et dans la ville américaine de Los Angeles et qui devrait se poursuivre jusqu'au 11 juin. Voilà, avec cette information, on arrive à la fin de ce numéro d'édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.